Salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Mestock. Aujourd'hui je suis donc accompagnée de Daphné et Jeanne, fondatrices de Mazonia. Donc Mazonia c'est quoi? C'est une marque solidaire de sacs faits main en Colombie. Donc déjà merci Daphné et Jeanne d'être avec moi aujourd'hui à Station F. De rien. Merci à toi. Ça me fait super plaisir de vous rencontrer et surtout de parler d'une marque comme Mazonia. Donc moi, tout d'abord, j'ai envie de parler de votre rencontre, la Colombie et comment vous vous êtes rencontrés finalement en Colombie, ou pas? Bah écoute, tout a commencé je pense par un voyage. Ok. Moi j'ai fait 1 an de sac à dos en Amérique du Sud en solo. Et j'ai fini en Colombie où j'avais l'intention de m'y installer. Je cherchais un job en tant que styliste et au bout de 3 mois, je n'avais toujours pas trouvé quelque chose qui me convenait. Et je suis rentrée en France et de circonstances, de coïncidence en coïncidence, ouais. Je suis tombée sur ces sacs, sur ce peuple, les Wayuu. Et tout a commencé là. D'accord. Et du coup, justement, est-ce que tu peux nous parler là, parce que tu viens de dire, t'es tombée un peu sur ce peuple, et comment tu les as rencontrés finalement, si tu devais nous dire un peu les coutumes de ce peuple-là. C'est quoi la rencontre que tu as eue avec eux? Écoute, c'est un peuple, je m'attendais pas du tout à ça, parce que ils habitent dans le désert littéralement. D'accord, ok. Donc je pensais pas que la Colombie abritait une zone aussi sèche. À la base j'ai rencontré une Colombienne qui aidait ces populations et c'est par ce biais-là que j'ai passé du temps avec eux, j'ai passé 3 mois à vivre avec eux et j'ai pu vraiment apprendre à les connaître, apprendre à travailler avec eux, et à comprendre un peu les problématiques aussi que j'allais rencontrer et que nous rencontrons à l'heure actuelle. Donc voilà. Trop bien. Bah, on va revenir un peu sur ça, sur comment tu as vécu justement ça avec le peuple. Et du coup, Daphné, alors toi, comment tu es arrivée à ce projet-là finalement, la Colombie, où est-ce qu'on te met dedans Moi, c'est un petit peu comme Jeanne. Okay. Tout ça, c'est né avec un voyage en Colombie. D'accord. Mais à la base, je partais pour 5 mois en solo, en backpacking. Pareil, okay. En Amérique latine, en fait, c'était l'année dernière. À la fin de mes études, je me suis dit que c'était clairement le moment de voyager, aussi parce que le monde du travail, je trépignais pas forcément d'impatience non plus. Du coup, je suis partie et le tout premier pays que j'ai visité était la Colombie. Et je me suis retrouvée un petit peu c'est le hasard qui m'a conduit dans la Guajira, donc la région tout au nord où se trouvent les Wayuu. Okay. C'est complètement par hasard où je me suis retrouvée au milieu justement de ce peuple et j'ai eu un coup de foudre instantané pour cet artisanat ancestral et j'ai découvert justement toute la culture qu'il y avait derrière. Et pour moi, ça a été un peu une évidence parce que je sors aussi d'une majeure entrepreneuriat. Du coup, j'avais qu'une seule envie, c'est de mettre toute mon énergie dans ce genre de projet. Et surtout avec toute cette partie sociale qu'il y a derrière, que je cherchais un sens vraiment profond dans toute ma démarche professionnelle. Du coup, pour moi, c'était parfait. D'accord. Donc en fait, chacune de vous, vous avez rencontré le peuple à des moments différents. Et du coup, c'est intéressant de savoir que vous avez toutes les deux connecté avec la culture. En un mot, comment vous pouvez décrire un peu la culture de ce peuple? C'est quoi qui est différent d'autres peuples, et éventuellement en Colombie, dont on ne connaîtrait pas? Alors, je dirais que c'est vraiment à l'opposé de notre culture occidentale. D'accord, ok. C'est donc un peuple autochtone qui a résisté notamment à tous les colons, etc. Et qui garde des traditions ancestrales très ancrées. Typiquement, ils sont en relation permanente avec les divinités de la nature. La spiritualité est très forte. Par exemple, on parle de la Abuela Lluvia, c'est la grand-mère pluie. Il y a encore beaucoup je dirais, de techniques aussi, par exemple alimentaires. Ils vont élever des chèvres, des bœufs, etc. Mais pour ça, c'est surtout Jeanne qui est experte, qui vient de passer 1 mois justement en Colombie et qui a vécu avec eux. Ouais. Et du coup, je pense que... D'ailleurs, Jeanne, tu peux nous en parler un petit peu, ça, en quelques mots, de ton expérience avec ce peuple-là? Tu vivais avec eux, mais complètement, c'est-à-dire du matin jusqu'au soir? C'est ça, et donc là c'est l'année dernière, j'ai vraiment passé 3 mois à vivre dans ce qu'on appelle les rancherias. Alors c'est pas l'équivalent d'un ranch traduit directement, mais c'est comme ça qu'on appelle les maisons Wayuu, qui sont des maisons qui sont faites en terre, en fait, en de la boue séchée.
Et donc oui, je dormais dans mon petit hamac parce qu'ils n'ont pas de lit, littéralement. Ils n'ont pas de... c'est juste ça ne se fait pas. Il fait de toute façon tellement chaud que tu crèves de chaud, le matelas te colle, te chauffe, c'est juste horrible. Donc le hamac est juste miraculeux. Et donc j'ai eu quelques temps d'adaptation à trouver ma position dans le hamac, à me dire je vais tomber la nuit, c'est obligé, je vais pas pouvoir dormir sur le ventre, enfin des choses comme ça. Confort le hamac. Bah après j'ai trouvé ça bien, mais tu sais, t'as un moment où... Oui, faut pas être en diagonale, quoi. En travers. Mais ils nous le disent, faut vraiment être en travers pour pas se casser le dos, parce que sinon, du coup, sinon, tu serais comme ça. Il faut avoir la technique. Là, des fois, je me suis retrouvée face contre terre, comme ça, à regarder le sol, à moitié sortie, j'étais là, oula, ne tombe pas. Donc, c'était un peu challenging. Le plus challenging, c'était la nourriture, parce que je vivais vraiment avec eux, et au début, j'avais peur de me manger... ce qu'ils mangeaient, je savais pas à quel point j'avais le droit, entre guillemets. Ils mangent quoi, par exemple, tu peux nous dire? Ils mangent énormément de riz. De riz, ok. Un repas sans riz n'est pas un riz. Ils mangent beaucoup de ce qu'on appelle les arepas, qui est des galettes faites à base de farine de maïs, qui serait l'équivalent de notre pain un peu. D'accord. Et donc ils les font nature, fourrés, avec du fromage, machin, et c'est délicieux, c'est toasté, grillé au feu de bois, et c'est une tuerie. Mais voilà, ils ont pas, genre le matin, je me réveillais des fois avec du poulet riz au petit déjeuner, j'avais un peu de mal, ils comprenaient pas pourquoi, enfin voilà, des petites adaptations comme ça, et puis c'était un peu le deal aussi, c'était que moi je venais les voir et j'apportais la nourriture en fait. D'accord. Mais j'apportais la nourriture pour un peu toute la famille. Et sachant qu'ils ont une dizaine d'enfants par famille. Ah oui. Mais bon, au final, c'est moins cher qu'un hostel. Donc c'était l'échange, on va dire, normal, puisqu'ils ont vraiment rien que j'apportais donc à chaque fois. D'accord. Mais c'était des expériences exceptionnelles. Et puis il n'y a pas d'eau ni d'électricité. Donc tu donnes un petit seau avec de l'eau et puis tu comme ça la nuit t'as toutes les étoiles et puis t'es là en train de te doucher et c'est juste exceptionnel quoi. Ouais, donc c'est une expérience inoubliable que tu oublieras jamais. Exactement. D'accord. Et ça dont tu parlais, les étoiles, mais en Colombie en général, ça c'est quelque chose qui vraiment est super marquant, de pouvoir dormir avec un ciel complètement dégagé et des étoiles, mais vraiment on a l'impression de voir toutes les constellations, toute la Milky Way, c'est vraiment très... Ça t'a marqué toi par exemple? Oui, parce que c'est vraiment magique. D'accord. On voit pas ça en France, un ciel comme ça on voit pas. Il n'y a pas de lumière en fait, eux ils n'ont pas du tout d'électricité, donc ça veut dire c'est des kilomètres et des kilomètres de territoire sans lumière, donc forcément tu as une visibilité incroyable, c'est vrai que tu t'en prends plein les yeux, et les étoiles filantes aussi, c'est vrai que c'est exceptionnel. D'accord. Et du coup, alors qu'est-ce qui vous a donné envie, enfin déjà en termes même de rencontres, finalement vous êtes rencontrés sur Paris, c'est ça? Comment ça s'est passé? C'est plus compliqué que ça. Ouais, en fait c'est vrai que la première fois où on s'est rencontrés en vrai, c'était dans un café à Paris. Mais en fait, notre rencontre avait commencé 2 mois avant en fait. Comment ça s'est passé? Du coup, pour résumer un petit peu, on avait rencontré les Wayuu, leur artisanat, etc. Du coup, l'une d'un côté, on commençait à faire notre petit projet du coup d'entrepreneurial pour commercialiser les mochilas, donc les sacs colombiens, ce qu'on appelle les mochilas, en France, avec tout un côté social, etc. Donc chacune, on avait ça. Et en fait, moi, je me suis retrouvée à un moment à avoir besoin de conseils, notamment en termes de communication avec les Wayuu, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que on vient déjà d'un continent différent, d'un pays différent, avec une langue différente, c'est-à-dire que l'espagnol pour moi n'est pas ma langue maternelle, non plus pour eux, parce que c'est le Wayuu Nike, et il y a ça, et on vient évidemment de 2 mondes différents, c'est-à-dire le monde occidental capitaliste, et c'est un monde autochtone, pas dire déjà, mais autochtone. Et du coup, par exemple, quand je dois leur parler je dois faire une comptabilité à la virgule près, j'ai besoin de savoir comme ça, quelque chose de tout simplement, enfin les bases administratives de l'entrepreneuriat. Et du coup, j'avais eu un gros malentendu qui remettait en cause toute l'honnêteté et la fiabilité de mon interlocuteur, qui s'appelle Sandro.
Et du coup, je savais que ce Lisandro travaillait avec une certaine Jeanne en France. Et du coup, j'ai fait ma petite FBI sur Facebook, la base, pour aller chercher justement Jeanne. Et c'est là que je l'ai appelée pour la première fois. J'étais au fin fond de la Pampa argentine, dans une ferme écologique. Mais vraiment, c'était à la rousse. Et heureusement, il y avait du wifi. D'accord. Bonheur, trop bien. Et du coup, je l'appelle très, très naturellement pour avoir des conseils, etc. Et finalement, cet appel dure 2h30. Déjà, le feeling passe. C'est très naturel, très, très évident. J'avais du coup encore jamais vu, mais on sentait quand même, moi je le sentais, que plus on parlait, plus il y avait la question qui était là, qui avait un peu envie de sortir, parce qu'on se racontait chacun, bon alors toi ton projet il est comment? Ah c'est marrant, moi il est tout pareil, ah ouais, et toi tu fais ça? Ouais moi pareil, ah ouais moi j'ai envie de faire ça aussi. Et du coup, en fait, moi je sentais, j'arrivais pas forcément à la sortir, et heureusement Jeanne l'a sortie, au fait, ça te dirait qu'on s'associe. Et moi c'est là genre vas-y merci d'avoir posé la question, parce que c'était une évidence, tu vois. Bien sûr. On tournait que autour du pot depuis 2h30, mais c'était quand même un peu fou aussi de poser la question, parce que ça faisait du coup 2 heures qu'on se connaissait, et encore même pas en face à face, on connaissait rien de l'autre, mais on comme dit clairement vas-y boss. C'était une évidence quoi. Clairement. C'était ça, et du coup le problème c'est que moi on était en décembre de l'année dernière, j'avais encore 1 mois et demi, 2 mois encore de trip à faire en Argentine et au Brésil. Et du coup, on a fait chauffer à fond les connexions Skype en permanence. J'étais là, genre, dans la saccade. Enfin, voilà comment on a. Et toi, t'étais encore à Paris, c'est ça, Jeanne, à ce moment-là? Et moi, ça faisait 4 mois que j'étais rentrée de Colombie. J'avais fait 2 mois de formation entrepreneuriale pour essayer de monter ce projet-là. Et j'étais complètement démotivée. J'étais en train de me dire, mais laisse tomber, je peux pas toute seule, c'est mort, je me vois pas du tout monter ce projet toute seule. Donc je m'étais dit, bon, c'est pas grave, je vais reprendre un job normal, et puis petit à petit, si j'ai 2-3 sacs de temps en temps, voilà, je vendrai ça comme ça. Et donc j'étais littéralement en train de laisser, d'abandonner le projet quand j'ai reçu son appel, et j'étais là, mais c'est fou, parce que ce projet c'est ça en fait, c'est qu'à chaque fois que j'étais dans le creux de la vague, à chaque fois j'ai eu quelque chose, quelqu'un, une rencontre, un mot qui m'a fait repartir. C'est incroyable. Et là, une fois de plus, en fait, je dis bon, l'univers veut pas que j'abandonne. Exactement, mais souvent c'est ça, même la journée finalement, l'entrepreneur, c'est des hauts et des bas, et effectivement, du coup, ça t'a reboosté. Et donc, vous avez décidé toutes les deux de vous associer, donc ça, je trouve ça super beau, et de lancer du coup cette marque. Alors, pourquoi Mazonia? Pourquoi ce nom? Ça intrigue. C'est simple finalement, en fait, on voulait un nom qui puisse en fait regrouper toutes les symboliques de la marque. D'accord. Du coup déjà, l'Amazonie, la forêt amazonienne, c'est quand même le terrain de tous les peuples autochtones quand même de façon ancestrale. Y a ça, et puis évidemment ça représente tout à fait l'Amérique latine. C'est quand même ça, c'est un savoir-faire colombien, mais aussi c'est la terre de l'Amérique latine. Et donc on peut le toucher là. Donc ça c'est fait c'est fait donc en quoi? C'est du fil en fait. Ok, d'accord. Et si tu veux, il est complètement tissé d'un seul fil en fait. C'est-à-dire que c'est des sacs qui sont commencés vers le fond. D'accord, qui sont montés en rond. Donc il n'y a aucune couture en fait. Il est commencé là et voilà. Je fais Et ça met à peu près combien de temps pour faire un sac comme ça? Alors, il y a 2 techniques qui sont utilisées, soit ceux qui sont tissés avec 2 fils, soit ceux qui sont tissés avec un fil. Donc, sachant que les 2 fils, ça fait des dessins un petit peu plus larges. Voilà. Mais un fil sont la technique la plus ancestrale, la plus difficile et la plus longue. D'accord. Pour un sac comme ça, il faut compter entre 7 et 15 jours. Ah oui, quand même. Et pour un sac de 2 fils qui va effectivement un peu plus vite, c'est entre 3 et 5 jours. Sachant que c'est pas du 6h, 18h qu'elles font, c'est à côté de toutes leurs tâches ménagères quotidiennes, les enfants, la nourriture, aller chercher du bois, enfin c'est voilà, et puis encastré donc à tout ça, et en plus que voilà, à 6h, il n'y a plus de lumière, donc c'est fini. D'accord. Et du coup, c'est quoi c'est quoi qui vous a motivé à vouloir justement à promouvoir ces sacs-là en France, et finalement, comment vous voyez un peu même la demande ici? Est-ce que vous pensez qu'il y a un vrai attrait pour ces sacs-là?
Je pense sincèrement. Moi, je suis vraiment, effectivement, comme Daphné, je suis tombée amoureuse de ces sacs. Et la qualité, beaux, la qualité, ouais. Et les dessins, les couleurs. Enfin, il y avait vraiment quelque chose. Je me dis, c'est pas possible que personne ait... Bon, il y a des marques concurrentes, bien entendu. Mais bien sûr. Je me dis, c'est pas possible que ce soit pas plus développé. Ouais. Parce que clairement, je vois un avenir à ces sacs, quoi. D'accord, je voyais vraiment... sachant que, alors... Eux, sur place, ils emploient des couleurs vachement plus colorées. D'accord. Donc j'avais, moi, en tant que styliste, des envies de juste atténuer un peu et donner des couleurs un peu plus sombres, un peu plus européennes, noir, marron, bleu, marine, voilà, des couleurs qu'on aime. Ouais. Mais voilà, je pense que là, de toute façon, depuis qu'on a lancé on a de vachement bons retours. Ouais. Tous les gens à qui on parle du projet, c'est assez plaisant et ça donne du baume au cœur de voir un peu l'engouement aussi qu'on voit des personnes à qui on présente le projet. Donc je pense que il y a... Mais il faut dire aussi en fait que quand même, quand j'ai vu le sac, j'ai trouvé tout de suite, il a quand même un côté pas occidental, mais par exemple la forme du saxo, elle est très en vogue, elle plaît beaucoup. Donc de toute façon, au niveau de la forme, on n'était pas non plus sur une innovation incroyable, c'est-à-dire qu'elles peuvent porter ça, les Françaises peuvent porter ça assez facilement. Et ce qu'on a voulu aussi, c'est créer un pont entre la Colombie et la France, et allier du coup le savoir-faire ancestral des Wayuu avec justement les goûts occidentaux. Et typiquement ça c'en est un parfait exemple avec le côté un petit peu marinière, etc. Exactement. Pour justement aussi faire que les deux s'entendent. Typiquement ce sac, lui c'est des motifs 100% Wayuu avec la technique ancestrale aussi. Ça c'est aussi une technique Wayuu évidemment, mais avec un motif du coup je dirais plus à la Frenchie. Et ce qui est sympa aussi, si je dois parler un peu du sac, c'est que ce qu'on appelle ça, c'est le plateau. Ok. Donc le socle, c'est la tisserande qui va décider. En fait. D'accord. Design. Donc vous n'avez pas forcément le choix, vous, par rapport à ça ? Non, c'est vraiment quelque chose qu'on leur demande. C'est-à-dire que malheureusement, on ne peut pas faire de la pièce unique parce que c'est une gestion trop compliquée pour l'instant en tout cas. Donc le design, on les choisit avec elles, c'est une collaboration, voilà. Par contre, le fond du sac, on veut et que ce soit une création, un apport d'elles-mêmes en fait, de leur inspiration, de leurs humeurs du moment, et donc voilà, elles sont maîtres du fond du sac, de la bandoulière et du cordon. Ça c'est ce qu'on appelle la gassa. D'accord. Donc, pour par exemple ce modèle, le modèle Marcello, et toutes les personnes qui vont commander ou précommander un modèle Marcello, elles ont toutes une gassa différente et un plateau différent. Wow. Sachant que le plateau, c'est quand même la plupart du temps relié au thème du cosmos. Donc la plupart du temps c'est le soleil ou la mer, parce qu'on est dans la zone des Caraïbes. La Colombie c'est une zone des Caraïbes. Là par exemple c'est quoi ça c'est des étoiles, elle m'a dit c'est des étoiles. C'est des étoiles. Trop beau. Voilà, parce que oui, comme je disais, le rapport avec la nature est primordial dans la culture Wayuu. Donc c'est pour ça donc finalement quand on porte ce sac, on porte vraiment une histoire finalement, l'histoire de ce peuple. Exactement. Et, tout, donc ça, et aussi l'histoire de la femme qui l'a fait aussi. Exactement, l'histoire de la femme. Et ça vous le mettez aussi en avant tout à fait. Oui. L'idée c'est pas de voler entre guillemets l'art de ces peuples, c'est justement d'être le messager et de vous présenter à tout le monde qui est derrière ce sac. Et voilà, on a une traçabilité, on sait, et moi je les connais et elles me connaissent et je sais qu'elles m'ont déjà dit bon, tu reviens quand tu reviens. Donc voilà. Là typiquement j'ai un plutôt bon exemple, c'est que on va mettre des étiquettes sur chacun des sacs pour montrer qui a fait en fait ce sac. Là par exemple, là c'est pas l'étiquette officielle. C'est Yasmari Sipuana, voilà, c'est elle qui a fait du coup ce sac-là. Et chacune des consommatrices pourra justement avoir ce lien avec la tisserande. C'est vraiment toute la démarche aussi de Mazonia, c'est l'humanisation de l'achat. En fait, qu'on devienne un petit peu conscient que les objets peuvent avoir de la valeur, c'est quelque chose qu'on garde. Parce qu'avec la société du tout jetable, en fait, finalement, on respecte plus l'objet, on respecte plus du tout l'achat. Du coup, c'est vraiment, nous, cette démarche-là, un petit peu de redonner les valeurs, justement, aux objets.
parce que évidemment c'est du fait main, il y a un savoir-faire derrière, il y a une histoire derrière, il y a un peuple et il y a toute une action aussi sociale, parce que pour chaque achat nous allons du coup reverser 20% du prix à des fondations sur place qui mettent en œuvre des projets humanitaires pour justement ceux qui l'ont fabriqué en fait. Du coup, par exemple, là pour la tisserande de Madame Ipuana, et avec l'achat de ce sac, elle va pouvoir par exemple avoir 10 litres d'eau potable. D'accord, mais ça c'est hyper important de souligner parce que c'est vraiment un achat. C'est ça, et le plus important, enfin je mets vraiment un accent là-dessus parce que pour moi c'est vraiment important, c'est-à-dire que le pourcentage qu'on rajoute est directement reversé et l'action est directement faite avec les gens avec qui on travaille. C'est-à-dire que c'est pas, non seulement on les paye plus que le prix, on va dire, jusqu'à 3 fois plus local, mais voilà, on met en plus de ça à côté tout un tas d'actions pour qu'ils puissent à long terme se développer de manière pérenne. Et voilà, c'est pas juste un commerce normal de sacs, c'est plus que ça. On est un peu une entreprise caritative, si ça peut se dire comme ça en fait. Ok, on voit très bien. C'est un super beau projet. Et justement, alors là, vous êtes en train de lancer votre campagne crowdfunding. Donc on va en parler justement parce qu'on veut soutenir aussi Masonia. Donc est-ce que vous pouvez nous en parler où vous en êtes là dans le stade de développement et finalement pourquoi vous avez fait une campagne crowdfunding? Écoute, là, dans une semaine. Dans une semaine, Même moins d'une semaine, 5 jours. Dans 5 jours. Dans 5 jours, ok. Top chrono. On va donc lancer ça. On est en train de peaufiner les derniers détails. Là, donc, depuis à peu près 2 semaines, tous les 2 jours, on est en train donc, de dévoiler la collection. Ok. Il y a 9 modèles au total. Et donc voilà, on compte sur tout le monde pour nous aider pour pouvoir que Masonia devienne une réalité. Bien sûr. Pour précommander, du coup on peut un petit peu leur dire tout simplement. Dis-nous Daphné. Vous allez sur Ulule, vous tapez du coup Masonia, c'est le projet avec un Z, et vous choisissez tout simplement en fait le sac de vos rêves, celui qui vous souhaite le plus. Exactement, surtout que 9 modèles, il y a le choix. Ouais, on a des unis, on a ce qu'on appelle du coup les géométriques. Du coup, c'est plutôt des motifs, comme ça, ou en marinière, rayures, etc., ou en zigzag. Et ce qu'on appelle les premiums, donc ça, c'est un des exemples de premium, avec des motifs 100% wayuu. Du coup, là, ça peut être intéressant, en fait, parce que pour chaque premium, en fait, c'est des motifs ancestraux. Là, on peut reconnaître un nez de vache, en fait. Ça, c'est le nez de la vache imbriqué. D'accord. Voilà, c'est ça. Ça, justement, on l'explique sur notre page Facebook et Instagram, avec pour chaque signification, et là, c'est les étoiles, etc. Donc vraiment, on voudrait que les consommatrices soient conscientes que c'est un sac qui a un background assez fort, en fait, et qu'elles soient conscientes que c'est un peu une œuvre d'art pour la tisserande déjà, et on espère qu'elles pourront aussi le considérer comme tel. Carrément. Écoutez, merci beaucoup en tout cas les filles d'avoir partagé votre parcours et ce super beau projet du coup avec nous. Si vous aviez un petit conseil à donner aux personnes qui nous regardent, si elles aussi elles veulent se lancer et notamment monter une boîte avec justement un impact social, c'est quoi votre conseil? Alors moi je vais pouvoir donner un conseil parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été à ma place. D'accord, c'est-à-dire avec cette envie d'entreprendre. J'ai trop envie de monter ma boîte, je sens que j'ai l'énergie, je sens que je peux donner beaucoup, mais le déclic ne vient pas. Il y a toujours quand même une certaine peur de se lancer dans l'entrepreneuriat parce que du coup on quitte un salaire parfois confortable avec justement une entreprise sécurisante, etc. Sauf que ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'il y a tellement à gagner, c'est-à-dire évoluer dans l'écosystème de l'entrepreneuriat, c'est très bienveillant et vous verrez que vous n'allez pas vous casser la gueule. C'est-à-dire qu'il y a en France énormément d'organismes sont là pour vous soutenir, que ce soit en termes de conseils, coaching, financièrement aussi. Et vous verrez en fait que si vous n'avez pas déjà l'idée du siècle, vous pouvez déjà vous greffer à d'autres gens qui ont déjà leurs idées. Voilà. Là, typiquement, il y a une certaine Lisa qui vient de mon école qui est un petit peu dans cette logique-là. Elle n'a pas encore l'idée du siècle. Elle a vu que j'avais mis un post justement pour parler de Masonia. Et là, aujourd'hui, elle nous aide sur le plan digital, etc. Et du coup, moi, je pense qu'elle, en faisant tout ça, en tâtant bien tout le terrain, qu'elle va pouvoir se donner toutes les chances pour elle de se lancer quand elle sera prête.
D'accord, super. Bah, merci beaucoup les filles. Donc merci à tous. On va mettre le lien donc, vers la campagne crowdfunding donc, sous la vidéo pour que vous aussi vous puissiez soutenir ce très beau projet. Et je vous dis rendez-vous à un prochain épisode de Mestock. Et si vous aviez l'opportunité de donner du sens à vos achats, ou encore d'avoir un impact positif et direct sur la personne qui l'a fabriqué? Eh bien, chez Mazonia, on prend soin de tout ça. Nous, c'est Jeanne et Daphné. Nous nous sommes retrouvés au milieu d'une ethnie colombienne, les Wayuu. Nous sommes tombés sous le charme d'un artisanat unique au monde, de sublimes sacs faits main, colorés et à motifs traditionnels Wayuu. Leur savoir-faire est transmis de génération en génération. Mais voilà, malgré ces trésors, nous nous sommes rendus compte que les Wayuu n'arrivaient pas à vivre dignement de leur artisanat. Nous avons alors créé Mazonia, une marque solidaire alliant mode et développement durable. Chaque sac acheté correspond à un projet humanitaire soutenu pour les communautés qui tissent les sacs Mazonia. L'accès à l'eau potable, notamment par la construction de puits, l'aide alimentaire, avec la production d'une poudre nutritionnelle et le développement d'une agriculture durable, ou encore l'éducation, avec la construction d'écoles et la mise en place de formations. Nous allons directement dans les villages Wayuu pour travailler avec nos artisans et les rémunérer à hauteur de leur talent. Après 9 mois de préparation, nous sommes fiers de vous proposer aujourd'hui 9 modèles issus de cette collaboration. 3 unis, 3 géométriques et 3 premium. Chaque sac est entièrement tissé à la main, avec soin et selon les coutumes ancestrales Wayuu. En plus d'être beaux et colorés, ils sont aussi pratiques et lavables en machine. Derrière un sac Mazonia, il y a une histoire et un savoir-faire. Cela fait de chaque sac une pièce unique. Il vous accompagnera partout. Vous allez faire des jalouses et c'est tant mieux. Cette campagne, c'est 45 jours pour créer le sac qui connecte les peuples. Un sac unique, authentique et solidaire. Pour lancer la production et valoriser ce savoir-faire ancestral, nous avons besoin de rassembler un maximum de commandes. Pour chaque produit que vous achetez, Mazonia aide une communauté dans le besoin. Nous sommes en train de créer quelque chose qui a du sens. Rejoignez-nous.